Donc, correction de l'exercice 5 de la fiche numéro 4 de révision. Pour obtenir des œufs à la coque avec un blanc bien cuit et un jaune parfaitement coulant, l'eau de cuisson doit idéalement être à une température de 65 degrés Celsius. Première question, quelle doit être l'énergie thermique, donc la chaleur, transférée à 2 litres d'eau initialement à une température de 20 degrés Celsius pour qu'elle atteigne la température idéale de cuisson. Donc, première chose à faire, schématiser la situation et résumer les données qu'on nous fournit. Donc, on a au départ une eau, un volume de 2 litres d'eau. Donc, on a de l'eau, volume 2 litres, à une température initiale de 20 degrés Celsius. Donc T1 égale 20 degrés Celsius. Donc on peut rajouter, étant donné que la masse volumique de l'eau est de 1000 kg par mètre cube, donc on ne dit pas, mais on est censé le connaître, que ce volume d'eau équivaut à une masse M1 égale à 2 kg. Donc voilà l'état initial. Donc on va fournir à cette eau une certaine énergie thermique, une certaine chaleur, Q1, afin d'obtenir la température idéale de cuisson, qui est censée être de 65 degrés. Donc notre eau va garder son volume de 2 litres, sa masse de 2 kg, mais va passer à une température finale, TF, égale 65 degrés Celsius. Donc pour calculer Q1, on va utiliser la relation qu'on utilise d'habitude pour exprimer la chaleur échangée lors d'une variation de température. Donc Q1 va être égal à la masse du corps qui subit la variation de température, multiplié par la capacité calorifique massique de l'eau, multiplié par la variation de température. Donc ici, on a un écart de TF moins T1. Donc si on remplace par les valeurs, donc l'énoncé nous indique une capacité calorifique massique de l'eau de 4,18 kJ par kg et par Kelvin. Donc ça sous-entend qu'on doit laisser notre masse en kilogrammes, donc 2 kg, multiplié par 4,18, multiplié par la variation de température, donc 65 moins 20. Donc si on fait le calcul, on obtient Q1 est égal à 376,2. Et donc comme la capacité calorifique massique de l'eau est en kilojoules par kilogramme et par Kelvin, eh bien la chaleur obtenue est en kilojoules. Donc voilà pour la question numéro 1. Petit 2. Petit 2, Hugo dispose de 2 litres d'eau froide, température ambiante 20 degrés Celsius, et de 5 litres d'eau chaude, d'eau, on nous dit juste bouillante. Mais il n'a pas d'autre système de chauffage. Il propose de mélanger l'eau froide et l'eau bouillante pour obtenir la bonne température. Est-ce possible? Si oui, quel volume d'eau bouillante doit-il ajouter à l'eau froide pour atteindre la température idéale? Alors est-ce possible? Oui, puisqu'un corps chaud
va fournir de la chaleur au corps froid jusqu'à ce que l'équilibre thermique soit obtenu. Donc, pour que ce soit possible, eh bien, on doit donc passer de la température de l'eau juste bouillante. Donc l'eau juste bouillante, eh bien, elle est de 100 degrés, évidemment, 100 degrés Celsius, à la température d'équilibre recherchée qui est de 65 degrés. Donc, on doit avoir au départ donc une eau qu'on qualifie, donc comment on la qualifie? Donc l'eau bouillante. On a une eau bouillante. On a une eau bouillante qui, par définition, a une température T2 qui vaut 100 degrés Celsius. Donc la masse M2 de cette eau bouillante, c'est notre inconnu M2 qu'on recherche. Et donc cette eau bouillante, c'est elle qui va céder une chaleur Q1. Voilà. Donc on a calculé dont la valeur a été calculée juste avant. Et on va passer donc à une eau de température d'équilibre TF est égal à 62 degrés Celsius et de masse toujours M2. Donc Q1, la chaleur cédée par l'eau bouillante aura comme expression M2 multiplié par capacité calorifique massique de l'eau multiplié par la différence de température, c'est-à-dire T2 moins TF. Donc ici, notre inconnu, c'est la masse M2, c'est celle qu'on cherche à isoler. Donc si on isole, eh bien, on va faire passer son facteur CO fois T2 moins TF dans l'autre membre. Donc pour cela, on va diviser. Donc on va obtenir M2 est égal à Q1 divisé par CO fois T2 moins TF. Donc on peut faire le calcul. Donc Q1 a une valeur de 376,2 kJ. On peut laisser en kilojoules si l'on laisse la capacité thermique massique de l'eau exprimée en kilojoules par kilogramme et par Kelvin. Donc ça nous fait 376,2 divisé par 4,18 fois 100 moins 65. Donc si on fait le calcul, on obtient M2 est égal à 2,57 kg. Et si l'on suppose que la masse volumique de cette eau est de 1000 kg par mètre cube, eh bien on aura V2 est égal à 2,57 litres. Donc voilà pour la deuxième question. Alors, ensuite, donc on continue avec le petit 3. Donc petit 3, les œufs étant cuits à point, Hugo souhaite refroidir rapidement l'eau de cuisson. Il ajoute 10 glaçons juste fondants. On nous dit que ces glaçons sont des cubes de 1,6 cm de côté. Et on nous demande quelle est la température de l'eau lorsque l'équilibre thermique est atteint. Alors, donc,
ça signifie qu'on aura un échange de chaleur, d'énergie thermique entre les glaçons et l'eau qui au départ est à la température de 65 degrés Celsius. Donc l'eau à 65 degrés Celsius va se refroidir, tandis que les glaçons, eux, vont subir deux transformations. Tout d'abord une fusion qui va fournir une première partie qui va absorber une partie de la chaleur de l'eau tiède. Et ensuite, on va avoir une élévation de la température de l'eau qui résulte de la fonte de ces glaçons jusqu'à atteindre la nouvelle température d'équilibre thermique. Alors, donc tout d'abord, pour effectuer les calculs de chaleur échangée, on a besoin de connaître la masse de glace qui compose les glaçons. Donc on nous dit que un glaçon a un côté de 1,6 cm. Autrement dit, 1,6 fois 10 exposant moins 2 mètres. Donc les glaçons sont des cubes. Quand on a un cube, si on veut calculer son volume, eh bien on fait côté fois côté fois côté. Autrement dit, côté au cube. Donc le volume d'un glaçon va être égal à 1,6 fois 10 exposant moins 2 au cube, c'est-à-dire 4,096 fois 10 exposant moins 6 mètres cubes de glace. Et comme on a 10 glaçons, ça nous donne un volume total de 10 fois la valeur obtenue ici, 10 fois 4,096 fois 10 exposant moins 6, c'est-à-dire V est égal à 4,096 fois 10 exposant moins 5 mètres cubes de glace. Donc à partir de ça, on peut en déduire la masse de glace, sachant que l'énoncé nous dit que la densité de la glace est de 0,92. Cette densité nous permet de déduire la masse volumique de la glace. On sait que la masse volumique d'un corps est égale à la densité de ce corps multipliée par la masse volumique de référence, qui est la masse volumique de l'eau, qui vaut 1000 kg par mètre cube. Donc dans ce cas-là, on en déduit que la masse volumique de la glace est égale à 0,92 fois 1000, autrement dit à 920 kg par mètre cube. Donc au final, eh bien, on en déduit que la masse de glace utilisée est égale à la masse volumique de glace fois le volume, autrement dit, M glace est égal à 920 fois 4,096 fois 10 exposant moins 5, ce qui nous donne une masse de glace de 3,77 fois 10 exposant moins 2 kg. Alors, on peut anticiper en regardant les données qu'on nous fournit. On nous donne une chaleur latente de fusion de l'eau qui est de 6,01 kJ par mol.
donc elle est donnée en kilojoules par mol et non pas en kilojoules ou en joules par gramme ou par kilogramme. Donc par conséquent, on aura besoin non pas de la masse de glace, mais de son nombre de moles, de sa quantité de matière. Donc on peut tout de suite calculer ses grandeurs, sachant que la glace est composée d'eau, et que si on veut calculer la masse molaire de l'eau, eh bien, il suffit de décomposer à partir des atomes qui la constituent. La masse molaire de l'eau est égale à 2 fois la masse molaire de l'hydrogène, puisqu'il y en a 2, plus la masse molaire de l'oxygène. Autrement dit, M2H2O est égal à 2 fois 1,0 plus 16,0, d'où une valeur de 18,0 grammes par mol. Donc si je veux déduire le nombre de moles de glace, petit n de glace, eh bien c'est égal à la masse sur la masse molaire, c'est-à-dire donc 3,77 fois 10 exposant moins 2, sauf que, attention, cette masse est en kilogrammes, que la masse molaire est en grammes par mol. Donc je vais la convertir en grammes en multipliant par 1000. Et donc en divisant ensuite par la masse molaire de 18,0, on obtient une masse M glace. On n'obtient pas une masse, pardon, excusez-moi, c'est une quantité de matière qu'on calcule ici, c'est un petit n. On obtient une valeur de 2,1 mol. Donc maintenant on peut continuer. On peut continuer en schématisant la situation. Donc on a d'une part l'eau de cuisson qui a une température initiale, donc on va noter T1, une nouvelle température T1, T1 égale à 65 degrés Celsius. Et cette eau de cuisson va avoir une masse qui va correspondre aux 2 litres, qui va avoir un volume, pardon. Cette eau de cuisson va contenir les 2 litres qu'on avait initialement, plus l'eau qu'on a rajoutée pour obtenir la température de 65 degrés. Donc c'est ce qu'on a vu dans la question précédente. On a vu qu'aux 2 litres d'eau, on avait besoin d'ajouter un volume de 2,57 litres. Ce qui veut dire que le volume total de cette eau va être égal à 2 litres de départ, plus 2,57 qu'on a calculé. C'est-à-dire 4,57 litres. Et donc ça veut dire que la masse de cette eau est de 4,57 kg.
Donc cette eau de cuisson va céder une chaleur Q1 et va passer donc à une eau un peu plus froide de température d'équilibre qu'on ne connaît pas, qui est notre inconnu, qu'on cherche à déterminer, et qui aura toujours une masse M1 égale à 4,57 kg. Alors, parallèlement, les glaçons, donc là, la glace va passer d'une température T2 égale 0 degrés Celsius et de quantité de matière 2,1 mol et de masse M égale à 3,77 fois 10 exposant moins 2 kg. Donc on va passer à l'état de glace à 0 degrés Celsius à de l'eau liquide de température finale à déterminer et de même masse et même quantité de matière. Donc pour cela, eh bien, elle va recevoir une chaleur Q1. Cette chaleur Q1, c'est celle qui va servir d'une part à faire fondre la glace et d'autre part à augmenter la température de l'eau liquide qui résulte de la fusion des glaces. Donc, ça signifie que l'on aura, si on considère d'abord la première transformation, on pourra écrire que Q1, eh bien, c'est la chaleur qui est cédée lorsque l'eau a une variation de température, lorsqu'elle passe de 65 à la température finale. Donc on pourra écrire que Q1 est égal à la masse d'eau multipliée par CO multiplié par T1 moins TF d'une part. D'accord ? Ensuite, on pourra écrire que Q1, si on considère cette deuxième évolution, va être égale à la somme de deux chaleurs. Tout d'abord, la chaleur de fusion. Ici, elle sera égale au produit du nombre de moles N2 qu'on a calculé, multiplié par la chaleur latente de fusion de la glace. Et on va rajouter la chaleur reçue pendant l'élévation de température, qui vaut M2, multiplié par CO fois TF moins T1. Alors, donc, il faut notre fiche. Je vais passer de place. Alors, donc c'est la suite, hein. Toujours la question petit 3. Donc les deux, on a exprimé Q1 de deux manières. Ces deux manières d'exprimer Q1 normalement doivent aboutir à la même valeur. Donc on peut écrire l'égalité entre ces deux expressions, à savoir que M1
CO fois T1 moins TF est égal à M2 L fuse plus M2 CO fois donc on a dit TF moins T2. Donc notre inconnue, elle est ici. CTF, c'est celle qu'on va chercher à isoler. Donc on peut commencer par développer. Ça nous donne M1 CO T1 moins M1 CO TF qui est égal à N2 L fuse plus M2 CO TF moins M2 CO T2. Donc on peut regrouper du même côté les termes qui nous intéressent, c'est-à-dire ceux qui contiennent TF, et mettre de l'autre tout ce qui reste. Donc si on rassemble les deux termes M1COTF et M2COTF, on va faire passer ce terme de l'autre côté, on va tout rassembler du même côté. Ça va nous donner M2COTF plus M1COTF est égal à N2L fuse c'est égal à moins, pardon, puisqu'on fait passer de l'autre côté, c'est égal à moins moins N2L fuse alors excusez-moi, là j'ai un petit doute. Donc on fait passer ça de ce terme-là, donc là, de l'autre côté, celui-là aussi, donc on aura plus M1 COT1 plus M2 COT2. Donc si on factorise, ça nous donne, on met TF en facteur, puisqu'on veut l'isoler, TF fois M2 CO plus M1 CO est égal à moins N2 L fuse plus donc bon là oui on peut mettre c'est pas très utile de factoriser mais on peut le faire quand même. CO fois M21 plus M2 T2. Donc il ne reste plus qu'à faire quoi? Il ne reste plus qu'à isoler. Il ne reste plus qu'à isoler. Donc ça nous donne TF est égal à
moins M2, elle fuse. Plus, donc on reprend ce terme-là, plus CO fois M1 T1 plus M2 T2 divisé par M2CO plus M1 CO. Donc si on remplace, cela nous donne moins 2,1 mol multiplié par la chaleur latente de fusion qui vaut 6,01, donc on va tout laisser en kilojoules, plus CO qui vaut 4,18 kJ par kilogramme, ce qui veut dire qu'on va laisser les masses en kilogrammes, multiplié par M1. Donc M1, c'est 4,57 multiplié par T1 qui vaut 65 degrés, plus M2 qui vaut quelque chose, mais ça n'a pas beaucoup d'importance puisque T2 vaut 0 et que ce terme va s'annuler. Divisé par donc M2CO, donc M2 qui vaut, donc on a dit 3,77 fois 10 exposant moins 2 multiplié par 4,18 plus donc 4,57 fois 4,18 également. Donc si on fait le calcul, ça nous donne TF est égal à 63,8 degrés Celsius. Voilà, donc la diminution n'est pas énorme. Donc petit 4, on nous demande de faire la liste d'erreurs ou d'approximations de cet exercice. Les principales approximations qu'on fait ici, c'est que les échanges de chaleur ne se font qu'entre l'eau, entre les eaux chaudes et froides, et entre l'eau et les glaçons. Mais cette eau va forcément être contenue dans un récipient et qui va aussi lui aussi participer aux échanges de chaleur. De même que l'eau est en contact avec l'air, avec lequel il va aussi y avoir des échanges de chaleur. Donc la grosse approximation qu'on fait dans cet exercice, c'est de considérer qu'il n'y a pas d'échange de chaleur avec l'extérieur.